Für an de Sujet ranzeklammen fir bisse Futter ze kreieren fir Diskussioun her no en Input heiert also lo zwee Exposeen, een op Franzésisch, een op Deutsch, mat natürlich ganz unterschiedlichen inhaltlichen Akzenter. Lucas Chancel, sein Exposé steht in der Schrift Combattre à la fois la crise écologique et les inégalités, c'est possible et souhaitable. Das ist da wahrscheinlich auch schon gleichzeitig der Resümee de Lucas Chancel als Ökonomist, in den Reikapen. Ich will da just drei nehmen. Direktor adjoint vom Laboratoire sur les inégalités mondiales, et forscht Institut du développement durable et des relations internationales, an hin enseigniert op Sciences Po, haut an noch ein Keier an der Chambre des Salariés zu Lettzeburg. Voilà, Lucas Chancel. Ich so just, dass dee Leiit, die dat ganz wëlle vielleicht lewer op Deitsch mat lausren, die ganz Reetket iwwer die ganzen Exposé doch simultan iwwer Seitschaft, dat fir vergis gesinn Einzelleit hunn d'Equipement der Krit. Der folgende Vortrag wird also auf Deutsch übersetzt, simultan. Kopfhörer an Sender vun den du hanne grad wie du no den Exposé vum Herr Schlegelmilch op Franzésisch werd iwwersat gin. Voilà, dann lo den Herr Chancel. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être ici ce soir. Il me semble que ces moments d'échange entre la société civile, le monde politique et le monde de la recherche sont encore trop rares sur ces questions qui nous intéressent. Donc ici, il me semble qu'il s'agit aussi de faire tomber des murs entre différents secteurs de la société, mais aussi entre différents sujets, et notamment le sujet social et le sujet environnemental. Alors moi, je viens de ce pays de l'autre côté de la frontière qui a quand même cette caractéristique d'avoir réussi l'exploit de rater ces 3 réformes fiscales environnementales en à peu près 10 ans. Donc, je ne sais pas si ça fait de moi un particulièrement bon orateur sur ces questions, mais peut-être peut-on tenter d'apprendre de ces échecs pour avancer vers plus de justice sociale et plus de justice environnementale. Alors, mon propos sera divisé en 3 parties. Je vais commencer par faire un état des lieux des inégalités économiques dans le monde. C'est ce qui occupe une partie de mon travail au laboratoire sur les inégalités mondiales, avec une centaine de chercheurs à Paris, aux États-Unis, en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. On s'occupe de mesurer ces inégalités de revenus et de patrimoine. Et je vais commencer par ce propos introductif-là, pour ensuite avancer vers cette crise écologique et essayer de voir comment cette crise sociale et la crise écologique sont liées, pour enfin avancer 3 options, 3 pistes vers lesquelles il me semble important et urgent de converger ensemble. Alors, malheureusement, donc, le premier graphe de cette présentation ne fonctionne pas, donc petit problème technique, ce n'est pas grave, je passe au graphique suivant. Il s'agit ici juste d'introduire ce propos en disant que les inégalités dans le monde peuvent être mesurées de plein de manières différentes. Ici, je choisis un indicateur qui est l'indicateur de la part du revenu capté par les 10% les plus riches. Donc, dans un monde totalement inégal, ces 10% les plus riches capteraient 100% du revenu. Dans un monde où tout le monde serait égal, ces 10% capteraient 10% du revenu. Et vous voyez que les différentes régions du monde commencent entre 20 et 35% en 1980, et on a cette montée des inégalités au cours des 40 dernières années. Cette montée des inégalités se fait à différents rythmes. Expérience extrême, la Russie, en violet. Vous voyez que la Russie, c'est le pays le plus égalitaire au monde jusqu'en 1991, et la particularité de la sortie du communisme russe, c'est de devenir le pays le plus inégalitaire en 5 ans. À l'autre spectre de ces trajectoires, l'Europe, courbe verte, vous avez une montée des inégalités, mais beaucoup plus modérée, beaucoup plus contenue qu'ailleurs. Aux États-Unis, montée forte, montée progressive des inégalités de 1980 à aujourd'hui, c'est la courbe bleue. Alors, si on prend un peu plus de recul, donc ça c'est ce qui se passe depuis 1980 à nos jours, ce que certains ont appelé les années 80 le tournant néolibéral, avec l'élection de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher.
Si on prend plus de recul historique, on a ce type de graphique. Donc là, ça va de 1900 à aujourd'hui. On a ici les USA en orange, l'Europe en bleu, et puis aussi le Japon et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et on voit cette fameuse courbe en U. Donc cette baisse des inégalités du début du XXe siècle jusqu'aux années 70-80 et cette remontée ensuite. Alors à quoi est due cette baisse des inégalités? Eh bien, il y a eu beaucoup de littérature, beaucoup de débats, de discussions à ce sujet, notamment l'ouvrage de Thomas Piketty, mais aussi d'autres chercheurs. On sait que c'est lié en partie aux guerres mondiales, qui ont induit des chocs importants sur les patrimoines financiers des très riches. C'est lié à la crise de 1929, également choc important sur les patrimoines des plus riches. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, pour ceux qui s'intéressent aux politiques publiques, c'est qu'une bonne partie de cette baisse des inégalités au XXe siècle se fait en période de paix. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas uniquement besoin d'une grosse guerre mondiale ou d'une grosse crise de 1929 pour réduire ces inégalités. Et je reviendrai sur les politiques qui, notamment, ont permis cette réduction en période de paix. La question qui se pose pour les pays riches comme pour les pays émergents, mais essentiellement pour ces pays riches qui ont connu cette parenthèse, ou ce qu'on pourrait qualifier ici de parenthèse égalitaire, c'est va-t-on retrouver des niveaux d'inégalité en vigueur dans les sociétés européennes au XIXe siècle, au XVIIIe siècle? Quand on regarde les données, quand on regarde les chiffres, eh bien, c'est vers ça qu'on tend. Est-ce qu'on va vraiment y retourner? Eh bien, une question ici se pose. Alors, pour traiter cette question, sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants, je vous propose d'abord de regarder ce qui s'est passé au niveau du monde entier depuis 1980, le passé pouvant parfois éclairer l'avenir. Donc, ce que je vous montre ici, c'est la répartition de la croissance mondiale entre 1980 et aujourd'hui. Ici, il y a toute la population mondiale représentée, des plus pauvres sur la gauche du graphique, aux plus riches sur la droite. Cette population mondiale est divisée en 100 groupes, chaque groupe représentant 1% de la population. Le groupe du haut, les 1% du haut, est lui-même divisé en sous-groupes. Les 0,1% les plus riches, les 0,01% les plus riches et les 0,001% les plus riches. Pour chacun de ces groupes, donc rangés par ordre ascendant de revenus, pour chacun de ces groupes, le graphique vous montre quelle est la croissance obtenue par ce groupe de 1980 à aujourd'hui. Eh bien, on voit ici, finalement, plusieurs visions de la mondialisation. Une vision qui est plutôt positive, c'est ce qui se passe à gauche de la courbe. Ce sont des taux de croissance de 100% sur la période. Ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à un doublement du revenu. Et c'est ici les classes moyennes populaires, indiennes, chinoises, qui voient leur revenu doubler sur la période considérée. Et en Chine, le revenu va en fait être multiplié par 4 sur la période. Dans d'autres pays, un peu moins, mais donc ça fait cette moyenne à 100% pour les pays les plus modestes. Au milieu de ce graphique, ce que vous voyez, ce sont des taux de croissance beaucoup plus faibles. Et ça, c'est le fameux écrasement de la classe moyenne des pays riches, dont il est souvent question dans les débats de politique publique, avec des taux de croissance inférieurs à 50%. Et même, on va le voir, aux États-Unis, la croissance des 50% les plus pauvres est quasiment nulle sur la période. Les 50% les plus pauvres aux États-Unis sont quasiment coupés de la croissance américaine. Ce n'est pas le cas en Europe. Sur la droite du graphique, eh bien, on a une très forte remontée, très forte progression de ce taux de croissance, avec une croissance supérieure à 200%. Là, on pourrait se dire, finalement, pourquoi s'intéresser, pourquoi se préoccuper de ce qui se passe au sommet de la distribution des revenus, de l'échelle des revenus mondiale? Eh bien, une manière de répondre à cette question-là, pourquoi ça compte, pourquoi c'est important de regarder ce qui se passe à droite de cette courbe, c'est les deux petites boîtes qui sont placées en haut du graphique. Ces boîtes nous disent, sur toute la croissance mondiale, la croissance du revenu mondial produite depuis 1980, donc tous les nouveaux euros, tous les nouveaux dollars, tous les nouveaux roupies, tous les nouveaux yuan créés depuis cette date-là, quelle partie a été captée par les 50% les plus pauvres et quelle partie par les 1% les plus riches? Et cette boîte nous dit,
Bon, eh bien, il y a eu beaucoup de croissance en bas. La Chine et l'Inde ont créé énormément de richesses, mais finalement, c'est très peu au regard de tout ce qui a été capté au sommet de la pyramide des revenus mondiaux. Jugez par vous-même, donc les 50% du bas ont capté 12% de la croissance totale, alors que les 1% du haut, eux, ont capté 27%, plus de 2 fois plus que ce qu'ont capté les 50% du bas. Donc c'est une croissance très inégalitaire. Il ne s'agit pas de remettre en question la réduction de l'extrême pauvreté dans les pays émergents, mais il s'agit de prendre compte ici de ce caractère extrêmement inégalitaire, concentré de cette croissance mondiale. Alors, juste un point, puisque ça revient finalement souvent dans ce type de débat. On parle des 1%, des 50%, mais est-ce qu'on sait vraiment combien il faut gagner pour faire partie des 1% les plus riches du monde? Avez-vous un avis sur la question? Les paris sont ouverts. Donc en euros par mois, à combien est-ce que cela peut correspondre? Eh bien, si vous, comme moi, vous posez la question... Voilà. Si vous posez la question, nous avons développé donc, avec mes collègues du laboratoire sur les inégalités mondiales ce type d'outil qui permet à chacun de rentrer son revenu et de vous positionner dans la distribution des revenus de votre pays, du pays que vous souhaitez et au niveau mondial. Donc faisons le test et prenons au hasard le Luxembourg. Alors, pour faire partie des 1% les plus riches, une idée, alors 6 000 € par mois. C'est ce que j'entends à gauche. Donc, 6 000 € par mois, vous verrez qu'on n'est pas là. Donc, avec 6 000 € par mois au Luxembourg, vous êtes quand même déjà dans le top 15. Vous êtes quand même déjà dans le top 15. Donc ici, il s'agit de revenus après versement des pensions de retraite et paiement de ces pensions de retraite, mais avant autre impôt sur le revenu, sur la consommation, sur le patrimoine. Donc pour faire partie du 1% luxembourgeois, il faut environ 22 000 € par mois. J'ai vérifié tout à l'heure, je ne connais pas les chiffres par cœur. Tout ça pour vous dire que c'est important d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Au niveau mondial, pour faire partie des 1% les plus riches, le seuil est à environ 11 000 €. Donc vous voyez que finalement, les 1% les plus riches du monde, ce n'est pas nécessairement Jeff Bezos, Bill Gates, qui eux sont, comme vous le savez, dans le top 10 ou le top 50 au niveau mondial. Alors, je reviens à mes diapositives. Alors, juste par exemple, donc pour la France, pour faire partie du top 1%, il faut gagner plus que 11 000 €. Voilà, donc c'est la moitié que ce que vous avez au Luxembourg. La France étant une assez bonne illustration du contexte européen général. Alors, voilà, donc au niveau de cette différence qui est fondamentale entre ce qui s'est passé aux États-Unis et en Europe, et qui va nous donner finalement beaucoup d'éléments pour discuter des politiques à mettre en œuvre ou pas si on souhaite lutter contre les inégalités. Il y a ici ce que je vous disais tout à l'heure. Aux États-Unis, vous avez cette inversion de la courbe des 1% et de la courbe des 50%. C'est-à-dire que les 1% les plus riches aux États-Unis captaient 10% du revenu en 80, aujourd'hui 20%. Les 50% les plus pauvres captaient 20% du revenu environ, total, en 80, et aujourd'hui 10% environ. Donc les gains qui ont été faits par les 1% du haut ont été faits quasiment exclusivement au détriment des 50% du bas. En Europe, vous avez ce panorama, cette évolution qui est notoirement différente. Pourquoi est-ce qu'elle est différente?
Eh bien, une partie de la réponse ici, c'est parce que le modèle social européen a été capable de créer de la croissance en bas. Donc là, vous voyez la croissance du revenu, donc tout ça est normalisé, normalisé à 1, c'est-à-dire que, donc on voit les évolutions à partir d'un niveau de revenu en 1980, 3% de croissance pour les 50% du bas, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très rare, ça, dans l'histoire économique, de voir que la moitié la plus pauvre de la population d'un pays riche, qui a une forte croissance sur 40 ans, est complètement coupée de cette croissance-là. En Europe, on a réussi à faire 37% en bas. Cela dit, ça ne nous a pas complètement empêché en Europe d'avoir des inégalités au sommet qui ont grandi. Et c'est ce que peuvent percevoir une partie de la population qui, certes, a bénéficié d'une croissance plus forte qu'aux États-Unis, mais moins forte que pour la génération précédente. Et les individus, les citoyens ne se comparent pas forcément à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais plutôt à ce qui se passait il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans dans leur pays ou chez leurs voisins. Donc ça, c'est le premier point. Et là-dessus, les éléments de recherche récentes qui nous permettent d'expliquer cette différence mettent en avant plusieurs facteurs, notamment l'accès égalitaire aux services publics en Europe, éducation, santé, transport, salaire minimum dans de nombreux pays européens ou négociations pour des salaires au niveau des branches, également politique fiscale. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Donc voilà le premier panorama sur les inégalités de revenus dans les pays riches depuis 40 ans. Un autre point qui me semble particulièrement important sont les inégalités de capital. Le revenu est un flux, le capital ou la richesse, c'est un stock. Ce que vous voyez sur ce graphique ici, c'est la montée en puissance de la richesse ou du capital privé. Les États, les nations sont devenues plus riches, donc on a accumulé du revenu, ça nous a rendus plus riches, mais les États, eux, sont devenus pauvres. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. On voit que le capital privé est passé de 300% du revenu national, c'est l'équivalent de 3 années de revenu national en stock, à peu près 6 années. Mais sur la même période, le capital public, donc l'ensemble des actifs détenus par les États, donc il s'agit ici des actifs financiers détenus par les États, si en tant qu'État vous détenez des bons du Trésor d'un autre État, mais aussi et surtout des routes, des écoles, des hôpitaux, qui constituent une partie de la richesse publique, si vous détenez des entreprises publiques, cette valeur-là a continuellement chuté depuis les années 80. Elle a tellement chuté que dans la plupart des pays riches présentés ici, la valeur totale de ce que vous détenez en actifs en tant qu'État, en actifs financiers, moins les dettes, parce que tout ça est en net, est proche de zéro, voire inférieur à zéro dans certains pays. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur à zéro? Ça veut dire que si vous êtes aux États-Unis et que vous décidez de vendre la totalité de vos actifs publics qui vous restent, vous vendez la NASA, vous vendez les quelques hôpitaux publics qui existent, si tant est qu'il en reste encore, vous vendez l'ensemble du capital public américain pour rembourser la dette, vous n'êtes même pas capable de rembourser cette dette. Et ensuite, vous vous trouvez dans une situation où sur le territoire américain, l'ensemble des actifs, donc l'ensemble des routes, des écoles, des hôpitaux, sera détenu par des acteurs privés. Ce n'est pas nécessairement une situation dans laquelle les citoyens d'un pays riche souhaitent se retrouver. Mais plus fondamentalement, pour nous, sur les questions écologiques, quand il s'agit de préparer l'avenir, une telle situation dans laquelle les États ont un capital public net à zéro ou inférieur à zéro, c'est extrêmement compliqué d'investir dans l'avenir, de préparer l'avenir, en investissant dans les réseaux de transport bas carbone dont on a besoin, en investissant dans les productions d'énergie renouvelable dont on a besoin, et tous ces investissements qui vont nous permettre de mener à bien cette transition écologique. Donc il y a là un fait important de l'économie de ces 30 ou 40 dernières années qu'il nous faut aussi avoir en tête. Alors, je vais passer sur ce graphique et je vais arriver à la deuxième partie de cet exposé sur le lien entre les inégalités sociales et le développement durable. Le premier point que je souhaiterais faire, c'est que ces inégalités de revenus et de richesse
ne sont pas uniquement un enjeu économique, c'est évidemment aussi un enjeu démocratique. C'est un argument qu'on a pu faire depuis de nombreuses années, mais on commence aussi à avoir aujourd'hui de plus en plus d'informations, de matière empirique pour justifier ce type d'argument. Regardez ici, sur ce graphique, issu des travaux de l'économiste Julia Cagé, vous avez pour la France les élections françaises entre 1993 et 2012. Sur l'axe horizontal, c'est la part des dépenses d'un parti politique ou d'un candidat dans les dépenses totales pour une élection donnée. Et sur l'axe vertical, la part des voix obtenues à cette élection. On voit ici qu'on a une corrélation extrêmement forte entre votre capacité à mettre de l'argent dans la campagne électorale et votre capacité à gagner cette élection. Dans un contexte français où les contributions aux élections sont relativement bien encadrées. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Graphique suivant, vous voyez ici aux États-Unis que les contributions électorales des 0,01% les plus riches représentent en 2012 40% de toutes les contributions. Vous avez un microgroupe de la population, 0,01% de la population, qui à lui seul représente 40% de toutes les contributions électorales. Donc, les inégalités sont évidemment un enjeu fondamental pour la démocratie, les inégalités de revenus et encore plus les inégalités de patrimoine. Ces images pourraient nous faire penser à de la science-fiction, mais malheureusement, elles sont réelles. Il s'agit ici d'un projet qui s'appelle le Condo Silo Project dans le désert du Kansas, qui est un ancien silo nucléaire qui a été découpé en 15 lofts, vendus au plus offrant. Les lofts disposent d'écrans LCD pour vous projeter une image du monde extérieur, celui que vous souhaitez. Si vous souhaitez la mer au milieu du désert, vous pouvez la projeter. Si vous souhaitez le désert, vous pouvez aussi la projeter. Une armée privée, des portes blindées, un mini-hôpital, un hélipad, etc., etc. Tout ça pour que les milliardaires de la Silicon Valley, qui sont quand même conscients de l'état actuel du monde, puissent trouver refuge le jour où ils souhaiteront le faire. Donc pour résumer, on a des inégalités économiques qui engendrent des inégalités démocratiques et ce qu'on pourrait appeler, ce que certains économistes comme le prix Nobel Joseph Stiglitz appellent, une trappe à inégalité économique et politique. C'est-à-dire que la situation actuelle, lorsque les plus riches accèdent au pouvoir, ils vont mettre en place de nouvelles politiques qui vont perpétuer ce cycle d'inégalité. On peut penser au fait que l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis constitue une très belle illustration, avec sa politique fiscale de 2017 qui a constitué à quoi ? Essentiellement à faire des centaines de milliards de dollars de cadeaux à ceux qui avaient déjà bénéficié de la croissance américaine, c'est-à-dire le top 5%. Autre enjeu, quand il s'agit du développement durable, c'est cette question de la performance de la société en matière de qualité de vie. Ici, je fais référence aux travaux des épidémiologues Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui montrent, avec ce type de résultats, que plus les inégalités de revenus sont fortes dans votre pays, plus votre pays a de mauvais résultats sur tout ce qui compte en matière de bien-être, en matière de qualité de vie. Donc ici, il s'agit de dimensions relativement objectives, espérance de vie, résultats en mathématiques, mortalité infantile, homicide, incarcération, grossesse adolescente, etc., etc. Et on voit ici la très forte connexion entre le niveau d'inégalité dans votre pays et vos résultats sur ces scores. Donc, inégalité économique, inégalité en matière de développement durable, et j'en viens à cette dimension qui nous intéresse également ce soir, inégalité et environnement. Vais-je réussir à faire fonctionner ce graphique? Oui, c'est un graphique animé qui nous montre l'évolution des températures par pays, des anomalies à la température moyenne
par pays de la fin du 19e siècle à 2017. Donc, quand vous voyez un cercle rouge, c'est qu'on a déjà plus de 2 degrés par rapport à la moyenne. Donc, on est déjà à un réchauffement climatique de 2 degrés. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour de nombreux pays, on en est proche. On observe aussi cette forte inégalité mondiale des conséquences du changement climatique en fonction des pays, avec des pays qui sont déjà à plus de 2 degrés, d'autres pays qui ne le sont pas encore. Tout ça pour rappeler quoi? Que l'objectif des Nations Unies, l'objectif du groupe d'experts sur le climat de limiter le réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés, en fait, cela traduit déjà de fortes inégalités. C'est-à-dire que dans certaines régions africaines, cela veut dire 4,5 degrés. Au pôle, cela veut dire plus 3 degrés par rapport aux moyennes avant l'ère industrielle. Donc, ici, il s'agit de mettre en avant des inégalités entre pays induites par la crise écologique dont il a été question en introduction. Je voudrais ici ajouter une autre dimension, c'est que ces inégalités écologiques, elles vont renforcer également les inégalités à l'intérieur des pays. Pas seulement au Bangladesh, où les plus pauvres sont sur les côtes, et la montée du niveau des mers va d'abord toucher les plus pauvres, mais aussi dans les pays riches. Avec un exemple ici aux États-Unis, exemple criant, lors du passage de l'ouragan Katrina en 2005, vous avez les zones de la Nouvelle-Orléans qui sont touchées par les inondations qui ont suivi la tempête. Ces zones les plus touchées sont principalement les zones les plus pauvres. Pourquoi? Parce que le marché de l'immobilier fait que les zones proches ou en dessous du niveau de la mer sont les zones les moins chères et donc les plus peuplées par les familles africaines américaines. C'est ce qu'on voit quand on superpose ces 2 cartes ici. Donc, inégalité face aux effets de la crise écologique qui vont renforcer ces fortes tensions économiques qu'on observe déjà et dont il a été sujet dans le cadre de la première partie de cet exposé. Tout ça dans un contexte où ceux qui polluent le plus sont les plus riches. On le voit ici sur ce graphique, les 10% les plus riches, grosso modo, sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, alors que les 50% les plus pauvres, eux, ne sont responsables que de 10% de ces émissions. Symétrie dans cette inégalité face à la pollution climatique. Alors, qui sont ces grands émetteurs? Eh bien, on les retrouve sur ce tableau, les 1% les plus riches aux USA, les 1% les plus riches au Luxembourg, les 1% les plus riches à Singapour, en Arabie Saoudite, au Canada, etc., avec des niveaux d'émissions de CO2 supérieurs à 200 tonnes par an, par personne. Juste pour rappel, le niveau soutenable pour que chaque être humain émette la même quantité de gaz à effet de serre, tout en limitant le réchauffement climatique à 2 degrés, est de 2 tonnes par an et par habitant, et encore je suis généreux, c'est plutôt proche de 1,5 tonnes. Donc on voit ici l'écart entre ce niveau de vie et le niveau soutenable. Avec de l'autre côté du spectre international, des émissions extrêmement faibles chez les plus pauvres du monde, au Honduras, au Rwanda, au Malawi, où là, chaque année, un habitant émet une centaine de kilos de CO2, donc le 10e d'une tonne. Alors pour résumer, des inégalités économiques qui augmentent, qui vont renforcer des inégalités d'accès à la représentation politique, des inégalités démocratiques, qui elles-mêmes peuvent engendrer des inégalités environnementales, qui peuvent renforcer des inégalités sociales, avec potentiellement une boucle de rétroaction entre ces différentes formes d'inégalités. Alors, que faire face à cette situation? Eh bien, 3 pistes à discuter rapidement, et c'est ici essentiellement pour lancer la discussion et lancer le débat. Premièrement, changer de langage économique, changer d'indicateur. Deuxièmement, investir massivement dans la transition écologique. Et on va voir que ça peut être aussi un important levier pour la justice sociale. Et troisièmement, comment investir dans la transition écologique dans un contexte où, on l'a vu, les ressources des États
des plus gros États riches sont au plus bas. Eh bien, il faut plus de justice fiscale. L'argent ne tombe pas du ciel. Même si, vous savez qu'il y a aussi toutes ces discussions aujourd'hui avec la possibilité des banques centrales d'intervenir sur les marchés climat, et même s'il faut utiliser cette possibilité-là, on ne pourra pas faire sans plus de justice fiscale, plus de ressources pour les États. Alors, premier point, changer d'indicateur, changer de langage. Le PIB n'a pas toujours existé. En 1930, le PIB n'existait pas, il a été inventé par des chercheurs pour aider les gouvernements à faire face à la crise de 29. Les gouvernements, à l'époque, lors de la crise de 29, n'avaient pas de boussole pour mesurer l'évolution de l'économie. C'était un formidable outil au service des décideurs publics. Sauf que cet outil, comme nous le savons désormais tous, a deux principales limites. La première, il n'informe pas sur l'évolution des inégalités. On l'a vu avec le cas américain, le PIB américain augmente considérablement depuis 1980, mais si vous voulez, le PIB des 50% les plus pauvres, la croissance des 50% les plus pauvres, elle n'augmente pas. Donc il faut un PIB inégalité. Deuxièmement, il faut des mesures qui vont nous permettre de nous rendre compte des dégâts environnementaux. C'est notamment ce que l'ONU a tenté de mettre en place en 2015 avec les objectifs du développement durable. Donc on peut dire que sur les indicateurs environnementaux, un progrès a été fait. Ce progrès reste à faire sur la question des inégalités. Enfin, peut-être qu'il va falloir aussi déconnecter nos imaginaires de cette idée de croissance du PIB. Il va falloir développer des économies qui sont plus résilientes à la croissance. C'est-à-dire que nous avons besoin de mener des objectifs en matière de décarbonation de l'économie, en matière de justice sociale. Et est-ce que cela va augmenter le PIB, peut-être le diminuer un peu ou aboutir sur un PIB qui va être constant? Finalement, ça ne devrait pas être la question principale. La question étant de remplir nos objectifs primordiaux, protection de la planète, justice sociale. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-on bien avancé? Il me semble que c'est une part importante du débat, ce changement d'indicateur, ce changement de langage. Mais je voudrais terminer cette présentation par, une fois qu'on a les indicateurs, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, c'est l'importance des investissements. L'importance des investissements et des politiques publiques pour mener à bien cette transition écologique. Cette étude, ce rapport publié pour le cas de la France, mais dont les conclusions seraient valables pour nombre de pays européens, indique bien ce qui est en jeu. Vous avez ici les émissions moyennes de chaque Français. Aujourd'hui, environ 11 tonnes de CO2 par personne. Vous avez, à droite du graphique, l'objectif, 2 tonnes par personne et par an pour garantir nos objectifs en matière, la réalisation de nos objectifs en matière climat. Vous avez, sur la deuxième barre, ce qui est possible de faire à travers des changements individuels. 10% de l'effort. Vous avez avec la troisième barre ce qu'on peut faire avec ce que les individus peuvent investir dans leur propre logement, par exemple en remplaçant leur chaudière. 10% supplémentaires. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est que la plus grande partie de l'effort à faire ne pourra pas être réalisée à travers les gestes, les petits gestes du quotidien ou même les gestes individuels. On a besoin de services public de la transition écologique, on a besoin d'investissements publics et c'est bien cela qui nous permettra de faire l'échelle d'efforts dont nous avons besoin. C'est les fameux 60% de décarbonation de l'industrie, de l'agriculture, du fret, des services publics, des transports, etc., etc. Pour réaliser cela, ce qu'on a en tant que citoyen, eh bien, c'est notre bulletin de vote. En parlant de bulletin de vote, en parlant de politique publique, donc, j'introduisais cette présentation en faisant référence à ce que la France a tenté de mettre en œuvre depuis 2008, c'est-à-dire une taxe carbone. Selon les experts, la taxe carbone, c'est génial. Tout le monde applaudit. Si vous avez un parterre d'économistes du climat et que vous leur parlez de taxe carbone, tout le monde est très content. Il faut la mettre en place aussi vite que possible. Du point de vue de la population,
les tentatives de mise en place d'une taxe carbone en France ont donné ceci. Alors, comment expliquer ce décalage entre la vision de l'expert et la vision des citoyens? Eh bien, quelques éléments de contexte. En France, en 2018, les recettes de la taxe carbone ont en partie, mais en fait assez largement, été utilisées pour réduire l'impôt sur les plus aisés. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous avez les ménages les plus pauvres à gauche, les ménages les plus riches à droite, comme l'un des graphiques que je vous ai présenté précédemment. Et vous avez aussi, sur l'axe vertical, la variation du revenu suite à la mise en place de cette taxe carbone. Sauf que cette taxe carbone, elle a été mise en place dans le cadre de la suppression de l'impôt sur la fortune, de la mise en place d'une taxe sur les revenus du capital qui était plus faible que le taux d'impôt en vigueur précédemment. Et donc cette réforme, grosso modo, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a permis un gain de revenus assez considérable pour les plus riches parmi les plus aisés, et une perte nette pour ceux qui étaient en bas de la distribution des revenus. Pourquoi? Eh bien parce que ces individus utilisent de l'énergie pour aller travailler, et une bonne part de leurs revenus est dépensée sur cette énergie qui a été taxée au motif de cette nouvelle taxe carbone. Donc on peut comprendre les gilets jaunes qui disent « l'écologie, moi je veux bien, mais dans ces conditions-là, je n'en veux pas ». D'autant plus que, dans un pays comme la France, le kérosène aérien n'est pas taxé. C'est-à-dire que les habitants de la capitale qui souhaitent aller à Toulouse sur la Côte d'Azur dans leur maison de vacances et qui veulent prendre l'avion pour le faire vont payer 0 impôt sur le kérosène de cet avion, tandis que les gilets jaunes, eh bien, quand ils vont travailler ou faire leurs courses, vont payer plein pot les impôts sur le carbone et la taxation de l'énergie en France. Alors, est-ce que c'est inéluctable, ce type de réaction? Eh bien, ma vision des choses est que non. Et il y a plein d'exemples dans le monde entier, d'exemples positifs qui montrent qu'on peut allier justice sociale et justice écologique. Un exemple, la Suède. Avant de mettre en place leur taxe carbone, qui est aujourd'hui la plus haute du monde, la plus ambitieuse au monde, les Suédois ont investi massivement dans le développement de réseaux de chaleur urbains dans les années 70 et 1980. C'est ces investissements-là qui permettent, lorsque la taxe carbone entre en vigueur au début des années 90, qui donnent le choix aux individus. Les individus peuvent choisir de rester avec un vieux chauffage au fioul et payer les taxes sur le carbone, ou alors se déplacer vers ce type de réseau qui est alimenté en grande partie par des énergies renouvelables. Donc ici, on retrouve cette dimension, besoin d'investissement, notamment public, dans la transition énergétique pour redonner aux individus les moyens d'avancer, les moyens de vivre correctement dans un contexte de forte taxation du CO2. Autre contexte très différent, celui de l'Indonésie. En Indonésie, le gouvernement subventionnait largement l'utilisation du kérosène et à partir de 2005 décide de réduire cette subvention. Donc dit autrement, c'est une taxe carbone, c'est une taxe sur le kérosène qui va peser très fortement sur les plus modestes, sur les habitants des zones rurales qui utilisent ce kérosène pour se chauffer et pour se déplacer. Et le deal politique des gouvernements indonésiens, suite à des mouvements qui étaient proches de ceux des Gilets jaunes, on a des manifestations, des mouvements de rue en Indonésie, eh bien, ça a été de construire, de consolider l'État social indonésien. Il n'y avait pas de sécurité sociale en Indonésie. Eh bien, les recettes, ces nouvelles recettes issues de la taxation énergétique ont été injectées dans la protection sociale, dans le système de santé, dans l'éducation et dans les transferts sociaux pour les plus modestes. Donc on peut allier justice fiscale et justice écologique. Pour ça, il faut des ressources. Et je voudrais terminer sur, finalement, qu'est-ce qu'un pays comme le Luxembourg, 600 000 habitants, si je ne me trompe pas, peut-il faire un peu plus? Peut-être pas. Peut-il faire dans un contexte où les émissions de CO2
se font largement en Chine, se font largement ailleurs en Europe, se font aux États-Unis. Eh bien, il me semble qu'il y a ici tout un enjeu autour de ces questions fiscales. Il s'agit de mener à bien la transition écologique chez soi. Il s'agit aussi peut-être de permettre de débloquer des points de blocage qui peuvent apparaître à l'étranger. Alors, je vais sauter sur ce graphique et je vais passer directement à celui-ci. Ce que vous avez ici, c'est l'évolution du taux d'impôt sur les sociétés en Europe, du taux nominal d'impôt supérieur, qui était de 50% en 1980 et qui passe à 25% aujourd'hui, et axe de gauche et axe de droite. En contrepartie, eh bien, les Européens, on l'a vu avant, qui continuent de vouloir financer les services publics et qui, grâce à cela, permettent d'avoir cette croissance des plus modestes. Les Européens vont quand même avoir besoin de recettes fiscales. Donc, qu'est-ce qui est fait? On augmente la TVA. On baisse l'impôt sur les sociétés, ce qui fait que quand vous êtes en France, vous êtes patron d'un café, vous allez payer votre impôt sur les sociétés à 33%. Ça décroît avec le gouvernement Macron. À côté, vous avez Starbucks, qui lui paye 0% d'impôt sur les sociétés, grâce à des montages fiscaux inventifs qui passent par l'Irlande, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Alors, comment avancer? Comment avancer dans ce contexte? Je vais sauter sur ce graphique. Et ici, c'est pour rappeler que l'enjeu ici, c'est l'enjeu de la justice fiscale. Comment faire contribuer les multinationales et donc indirectement leurs actionnaires, ces fameux top 5%, top 1%, au financement des investissements dont nous avons besoin, éducation, santé, écologie. Vous avez ici l'un des autres faits majeurs de la mondialisation, c'est la croissance phénoménale des profits des multinationales enregistrés dans les paradis fiscaux. On passe de moins de 5%, ou d'environ 5% en 1950, à environ 40% aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un paradis fiscal? Le Luxembourg en est-il un? Il n'est pas sur la liste officielle de l'Union européenne. Là, je vais vous donner ma vision en tant que chercheur. En tant que chercheur, une manière intéressante, une manière, il me semble, efficace d'objectiver cette question, c'est de regarder ce type de métrique. Ce que vous avez ici, c'est les profits de ces multinationales rapportés au salaire des employés. Ce qu'on voit, c'est que dans le cas des pays comme la France, le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Espagne, le Japon, ce ratio, cette valeur, est en moyenne de 36%. Au Luxembourg, en Irlande, à Porto Rico, à Singapour, vous êtes bien au-dessus de cette valeur. Au Luxembourg, vous êtes à 250%. Ça veut dire très forte productivité de ces travailleurs, très forte productivité de ces travailleurs luxembourgeois. Alors, est-ce que c'est parce que le système éducatif, est-ce que c'est parce que le système industriel luxembourgeois est si performant que cela qu'on se retrouve avec ce type de résultat? Eh bien, la réponse, malheureusement, est non. Parce que si vous regardez deux types de firmes au Luxembourg, les firmes étrangères d'un côté et les firmes locales de l'autre, eh bien, vous voyez cette grande différence. C'est-à-dire que la productivité des firmes locales n'est pas différente de la productivité des firmes telles qu'on la mesure en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Par contre, la productivité des firmes étrangères, elle, est beaucoup plus forte. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, cette délocalisation de profits réalisés ailleurs, mais sur le sol local, pour des raisons purement fiscales. Je vais passer encore sur ces deux graphiques, et je vais ici essayer de revenir sur l'argumentaire qui est développé pour justifier cette évasion fiscale. Il s'agirait d'augmenter l'efficacité d'ensemble du système économique, avec l'idée que, en fait, il s'agit ici de stratégies économiques, de stratégies industrielles, qui optimisent l'économie dans son ensemble et qui, finalement, sont bonnes pour tout le monde. En réalité, il s'agit ici d'un jeu économique à somme nulle. On prend les ressources fiscales du voisin,
Le voisin n'a plus ses ressources pour investir dans la transition. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est la part de l'impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu des collectivités ici, qui est permise, donc qui est gagnée dans le cas du Luxembourg, grâce à ces profits délocalisés qui viennent de l'étranger, mais qui sont enregistrés, ce qu'on appelle les profits de papier, dans notre jargon de chercheurs, qui sont enregistrés au Luxembourg. Donc 50% de l'IRC, ou de l'impôt sur les sociétés, est lié à ces profits délocalisés. La contrepartie, c'est une perte de à peu près 30% de l'impôt sur les sociétés en Allemagne, 25% en France. En milliards d'euros, le gain paraît bien faible au regard de la perte générale induite pour les finances publiques européennes. En Allemagne, 20 milliards de pertes, environ un tiers, selon les estimations que nous avons, liées aux profits délocalisés au Luxembourg. En France, à peu près 12 milliards. En Italie, 7 milliards. Alors, comment se positionner vis-à-vis de cela du point de vue du Luxembourg? Eh bien, moi, je vois deux issues possibles à cette situation. Deux issues possibles, finalement, pour les États à haut niveau de justice fiscale ou à niveau d'impôt sur les sociétés plus élevé aujourd'hui. Première option, tout le monde devient un paradis fiscal. Mais on voit que c'est insoutenable sur le point, autant du point de vue social que du point de vue écologique. Deuxième option, les pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis fiscalisent ces profits délocalisés. Et auquel cas, c'est une remise en cause du modèle fiscal des paradis fiscaux. Auquel cas, ce n'est plus soutenable non plus pour un pays comme le Luxembourg, en tout cas à moyen ou à long terme. Ici, juste c'est une évidence, mais qui me semble important de rappeler. Donc les meilleures estimations que l'on a dans le cas du Luxembourg, c'est 50 milliards de profits délocalisés qui sont taxés à 3%. Bien, si vous vous mettez à taxer à 30%, donc on reviendrait au taux nominal d'impôt sur les sociétés en vigueur en moyenne en Europe dans les années 2000, eh bien, même avec une baisse de 10 fois de la valeur de ces profits délocalisés, on retrouverait les mêmes recettes fiscales. Voici donc quelques éléments de réflexion sur la justice fiscale au niveau européen, mais au-delà de cette fiscalité sur le capital, il me semble qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur la fiscalité environnementale. Ce que l'on voit ici au Luxembourg, c'est une baisse de la part de la fiscalité environnementale dans les recettes totales. Donc vous voyez qu'en 1995, le Luxembourg était au-dessus de la moyenne européenne et aujourd'hui est largement en dessous. Donc il y a vraiment matière ici à réouvrir ce débat, et il me semble que c'est en cours, sur le rôle de la fiscalité environnementale, à la fois pour des motifs de changement des comportements, mais aussi pour des motifs de recettes fiscales. La limite étant qu'il s'agit là d'une assiette fiscale dont on a envie qu'elle se réduise au fur et à mesure du temps, puisqu'on veut qu'il y ait de moins en moins d'émissions de carbone, donc on ne pourra pas compter ad vitam aeternam sur ces recettes-là. Mais du carbone, malheureusement, nous en aurons encore pendant plusieurs décennies. Je vais terminer là-dessus. En pratique, qu'est-ce qui est fait? Moi, ce que je vois, encore une fois, du point de vue du chercheur, qui demande constamment à avoir plus de matière pour traiter ces sujets, plus d'informations, plus de transparence, c'est cette proposition de la Commission européenne sur laquelle le Conseil européen s'est prononcé la semaine dernière. Il s'agissait d'aller vers plus de transparence financière au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas et dans tous les pays européens, avec ce qu'on appelle le reporting fiscal public sur les profits réalisés des multinationales. Plusieurs pays s'y ont opposé, notamment celui-ci, ce qui ne nous permet pas d'avancer dans cette question d'objectivisation des débats, dans cette question de savoir vraiment combien de profits sont délocalisés, et ce qui ne nous permet pas d'avancer non plus vers plus de justice fiscale. Et je vais donc conclure là-dessus pour revenir sur 4 points. Le premier, c'est cette remontée des inégalités depuis 1980, qui est la conséquence de choix politiques, notamment
en matière de fiscalité. Le deuxième point, c'est cette connexion, cette forte imbrication de la crise sociale, de la crise économique, des inégalités sociales et environnementales. Et la crise écologique va renforcer les niveaux d'inégalités socio-économiques en vigueur dans nos sociétés. Rien ne nous empêche pour autant de briser ce cercle. Pour cela, mieux mesurer les inégalités, investir massivement dans la transition, mais pour cela, il va falloir plus de ressources, des ressources mieux prélevées avec plus de justice fiscale, sinon on retombe dans l'écueil des gilets jaunes en France. Et pour cela, il me semble que le Luxembourg a un rôle important à jouer, non seulement pour permettre cette transition à la maison, mais pour aussi aider les voisins européens à la mettre en œuvre. Je vous remercie pour votre attention.